paragraphe juste avant, on avait expliqué qu'on a eu la traçabilité des 40 générations de Chachamim qu'il y avait jusqu'à la clôture de la Gemara, c'est-à-dire depuis de la clôture de la Gemara et en avant et en amont jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc on avait bien vu la traçabilité totale de tous les maîtres. Ça, c'est ce qu'on avait vu, oui ou non? On avait commencé avec Moshe Rabbeinu, on avait commencé après avec Yehoshua. On avait vu vraiment que chaque Rav, à part le fait qu'il avait enseigné à des centaines, voire des milliers d'élèves, à part ça, parce que si maintenant vous prenez, on en avait parlé la semaine dernière, vous prenez une yeshiva comme Pumbedita, maintenant pour citer que ça, mais en fin de compte, Rabbi Akiva, 24 000 élèves à lui tout seul. Alors malheureusement ils sont tous morts, mais 24 000 élèves à lui tout seul. Mais étant donné que vous savez peut-être ce qui a marqué dans la Gemara, il y a marqué dans le Midrash, que Rabbi Meir Balanes, vous avez entendu parler de lui, Rabbi Meir Balanes, il disait comme ça, il y a un passouk qui est très dur. Le passouk qui dit comme ça, tout celui qui dénigre la parole d'Hachem, il est digne de retranchement du peuple, la plus grave punition spirituelle. Dans cette Gemara là-bas, il y a une interprétation de tous les rabbanim, c'est quoi dénigrer la parole d'Hachem? Le sens simple, le sens du passouk, c'est celui qui fait Avodah Zarah, celui qui fait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que Hachem te demande de faire Torah Mitzvot, et toi il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, et toi tu vas avoir un autre Dieu. Donc tu dénigres Dieu et la parole d'Hachem. On est d'accord? Mais malgré cela, de manière un peu plus fine, on a toute une nuée de rabbanim qui vont donner une autre interprétation sur le principe de dénigrer la parole d'Hachem. Rabbi Meir Balanes dit quoi? Tout celui qui connaît de la Torah et qui ne l'enseigne pas, c'est tellement grave que c'est au même niveau que s'il avait fait de la Avodah Zarah. Il dit comme ça, que la Torah, si maintenant tu connais de la Torah, tu ne la transmets pas, donc au final tu dénigres la parole d'Hachem. Tu dénigres. Parce que si tu aimes vraiment, tu veux faire participer quelque chose que tu aimes. Donc tu dénigres, et donc Dieu préserve, tu serais digne de retranchement du peuple. Donc pourquoi je dis tout ça? Tout simplement parce que pour chaque rave qui connaît de la Torah, automatiquement il l'enseigne. En tout cas dans le meilleur des cas, il enseigne. Donc au final, cela veut dire que le Rosh Yeshiva, Moshe Rabbeinu, pendant 40 années, il enseignait à tous les Bnei Israël. Et tous les Bnei Israël, ils sont devenus eux-mêmes des Talmidei Chachamim, ils connaissaient la halakha. Ensuite, ces mêmes raves, une fois qu'il a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans le cycle avec Moshe Rabbeinu, il connaît lui-même, comme on voit dans la paracha de la semaine, que Moshe Rabbeinu, grâce à Yitro, il a commencé à Moshe Rabbeinu, il a en application des rabbanim, des dayanim qui vont être autour, etc., etc. Donc une fois que quelqu'un il a fait 10 ans avec Moshe Rabbeinu à étudier non-stop, il maîtrise, donc il peut enseigner à son tour à un autre élève. L'élève, il est passé 10 ans, il maîtrise, il peut enseigner à son tour à un autre élève, etc. Pendant 40 années, Moshe Rabbeinu n'a fait que ça. Donc combien d'élèves il a eu Moshe Rabbeinu? Bon, à part le fait qu'on est tous ses élèves, mais combien d'élèves il a eu quasi en presque direct ou indirect de manière rapide? On a eu des centaines, voire des centaines de milliers. Yehoshua, derrière, son job à lui, c'est pas que de conquérir Etzrel et de partager Etzrel. Son job à lui, c'est d'être sûr, comme on avait dit la semaine dernière, que la Torah ne saute pas une génération. Qu'en fin de compte, Yehoshua, lui, il est responsable devant un Kadosh Baruch Hu. C'est ça le principe du chef de la génération. Il est responsable devant un Kadosh Baruch Hu que la Torah va être encore imprégnée par la génération dans laquelle lui, il a la responsabilité. Ensuite, ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrivait à Rav Ashi. Rav Ashi a clôturé la Gemara. Et entre Rav Ashi et Moshe Rabbeinu, on a eu 40 générations de maîtres qui étaient responsables de la Torah et l'enseignaient. La Gemara, elle fait le résumé, et elle fait la synthèse, et elle ramène tout ce qui a été enseigné depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Rav Ashi. Alors, comment? Pourquoi ça s'arrête? On va y arriver tout de suite dans quelques minutes. C'est très important, votre question est très importante, et c'est exactement de ça qu'on va parler. Pourquoi tout d'un coup on s'est arrêté à l'étude de la Gemara? On y arrive tout de suite. Et donc, ça c'est ce qui a été fait depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rav Ashi. Rav Ashi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a clôturé.
la clôture quand Ravashi est venu, il a clôturé, il a mis en page, et il a mis à l'impression la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré, lui, Ravashi, de tout ce qui a été enseigné pendant des centaines d'années sur la Gemara, et d'encore des centaines d'années sur la Mishnah, et depuis Moshe Rabbeinu, etc. etc. Ok? Maintenant, ça ne s'est pas passé directement depuis Moshe Rabbeinu, ça ne s'est pas passé directement depuis Moshe jusqu'à Ravashi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? D'abord, il y a eu un stop avec la Mishnah. Ça, c'était Rabbi Yehuda Hanassi. La Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. On l'appelle Hanassi le prince. Et en général, on l'appelle que Rabbi. Donc lui, il a fait la même chose que Ravashi. Ravashi, il a fait la même chose que la Mishnah. Et il a compilé tout le savoir depuis Moshe jusqu'à son époque à lui. Ensuite, à partir de là, les rabbanim, ils ont continué à apprendre la Mishnah, sur la base de la Mishnah, ils ont continué et à étendre le savoir. Alors, le problème du savoir, c'est quoi? C'est que le temps passe, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles sortes de personnes, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans le monde. Donc, automatiquement, la Torah doit statuer, on comprend plus profondément les choses. Donc, etc., 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 etc. Donc, au final, il y a eu tous les enseignements à partir de la Mishnah jusqu'à l'époque de Ravashi. Tous ces enseignements, ils ont été clôturés et compilés et resynthétisés dans la Gemara. Donc, on verra aussi qu'il n'y avait pas que le seul livre qui était de la Gemara. Il y avait ce qu'on appelle le Sifra, le Sifri et plein d'autres choses. Mais la Gemara est le livre officiel de tout le patrimoine, de tout l'enseignement de la Torah orale depuis Moshe Rabbeinu via un stop à la Mishnah. Et ça, c'est la Gemara. Alors en vérité, il y a deux Gemara, vous le savez très bien. Il y a le Gemara de Jérusalem, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone a été clôturé 100 ans après celui de Jérusalem. Pour plusieurs raisons, mais pour l'instant on va s'arrêter que sur celle-là. On va décider essentiellement l'halakha selon l'avis de Talmud de Babylone. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a été clôturé 100 ans après, donc eux, quand ils ont clôturé le livre, ils se sont appuyés sur les dernières jurisprudences qu'il y avait dans le Talmud de Jérusalem. Donc à partir du moment où ils sont appuyés sur quelque chose d'antécédent, et ils ont quand même changé d'avis, donc cela veut dire qu'a priori celui-là, il a eu plus de temps que le Talmud de Jérusalem pour trancher la halakha. Donc aujourd'hui, il va y avoir c'est pour ça qu'on tranche la halakha essentiellement quand il y a une machloket, quand il y a une différence d'opinion entre Talmud de Babylone et Talmud de Jérusalem, essentiellement on va selon le Talmud de Babylone. Ok? Cependant, donc, première chose qu'il faut se rappeler, c'est quoi la Gemara? Si on vous pose la question, c'est quoi la Gemara? Première chose que vous répondez, c'est la synthèse de toute la Torah orale depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi. Tout ce qui a été enseigné. C'est comme si maintenant, dans Bet Chabad, on dit plein d'enseignements pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on a un livre qui va compiler tous les enseignements. Alors maintenant, il est évident qu'on ne va pas répéter tous les enseignements mot à mot, parce qu'imaginons maintenant qu'une halakha, elle a été dite sur, quand on vient de poser la question, sur un capteur de sécurité. Une halakha, elle a été dite sur le capteur. Mais cette même halakha du capteur, c'est la même halakha pour autre chose. C'est même la même halakha pour autre chose. C'est la même halakha pour autre chose. Donc on ne va pas répéter les mots. On va répéter les sujets principaux. Ok? Donc les sujets principaux, les lois, les logiques principales. Donc, par conséquent, le premier job de la Gemara, c'est synthétiser l'enseignement, l'explication des 613 mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donné au Har Sinaï via la Torah, via l'explication de la Torah orale, puisque comme on a expliqué dans les premiers shurim, que la Torah orale, c'est la manière d'appréhender, de comprendre la Torah écrite. Donc la Torah orale et la Torah écrite, c'est une seule chose. Donc, c'est la synthèse de toute la Torah orale. Ok? Au passage, puisque maintenant la Torah orale, elle s'appelle orale, comment ça c'est qu'elle est écrite? Oui. Cependant, pourquoi? Mais avant, elle était transmise de manière orale. C'est parce que le Ramam l'a ramené plutôt
à l'époque quand il a parlé de la Mishnah, parce que comme il y avait moins d'étudiants à la yeshiva, le temps était plus compliqué, il y avait plus de guerres, et donc qu'est-ce qui se passait? Les Bnei Israël, ils allaient oublier, c'était trop compliqué de reconnaître toute la Torah entière. Donc ils ont fait, ils ont synthétisé, le Rabbi Yehuda Hanassi, il a synthétisé, comme ça au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans que tu apprends la Mishnah, là, tu connais toute la Torah orale. Okay. Et bien ce que Ravashi a fait, c'est exactement la même chose. Il a synthétisé toute la Torah orale, comme ça un élève, ok, c'est plus long la Gemara, mais au final, au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, et ben si quelqu'un s'y met à fond, et ben il peut connaître toute la Gemara entière. Okay. Donc, numéro 1, c'est quoi la Gemara? Vous répondez quoi? Laissez-le. Comme ça. La Gemara, c'est quoi la Gemara? La Gemara, c'est quoi? C'est la retranscription de toute la Torah orale depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi, avec une traçabilité totale de tous les maîtres qui ont enseigné l'arabe. Ok? Ça, c'est number 1. Mais la Gemara, elle a aussi une autre chose à faire. C'est quoi? C'est la retranscription, si on va dire, c'est remettre sur un papier toutes les institutions qui ont été faites. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans les yeshivot Lubavitch, les yeshivot Chabad, ils ont un cycle de plusieurs maserhet de Gemara, plusieurs traités de Gemara qu'ils étudient. Un des traités de la Gemara qu'ils étudient en ce moment, c'est la Mishnah Gittin. Okay? Dans la Mishnah Gittin, concernant du préserve les guettes, dans la Mishnah Gittin, c'est le loi. Lorsque maintenant quelqu'un il amène un guet, par exemple, imaginez maintenant quelqu'un il est shaliach pour amener un guet d'Amérique en Eretz Israël, et bien lui doit prononcer une phrase. Befanai nirtav, devant moi le guet il a été écrit, ou Befanai nertam, devant moi le guet il a été signé. S'il ne dit pas cette phrase-là quand il arrive en Eretz Israël, le guet il n'est pas caché. Ça c'est marqué nulle part dans le Chumash. C'est marqué nulle part dans le Chumash. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les Chachamim ils ont fait une institution en plus que le Chumash. Pourquoi? Parce que comme en vérité, il peut y avoir plein de problèmes dans un guet, et des problèmes dans le guet, selon la Torah, c'est des problèmes énormes. Dieu préserve si une femme n'est pas vraiment divorcée, c'est le pire qui puisse exister, c'est parmi les choses les plus pires qui puissent exister dans la Torah. Donc par conséquent, les Chachamim, pour clôturer, pour cadrer la chose au maximum, ils ont fait des institutions. Il y a des institutions comme le Moukhtse, il y a des institutions comme les Minagim de la Tfila, il y a des institutions, etc. Donc au final, la Torah, la Gemara, elle ne va pas simplement reprendre le patrimoine Torah oral qui a été donné depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi, mais aussi toutes les autres choses qui ont modulé et modelé la société juive. Okay? Toutes les choses qui ont fait la culture juive. De la même manière, les Havdil, qu'on va dire sur la culture française. La culture française, elle est mêlée de deux extrêmes. Un, la monarchie qui a été pendant des années, et en même temps une révolution contre-monarchique, complètement contraire, c'est l'anarchisme. C'est quoi l'anarchisme? D'abord, la prise de la Bastille, et alors après, le top du top de l'anarchisme, mai 68. Donc au final, et si vous regardez, il y a ces deux débilités dans ce truc-là. On a des gens qui sont au pouvoir, qui se considèrent comme de la culture française, mais en même temps, ça marche beaucoup avec la protexia, ça marche beaucoup avec le piston, ça marche beaucoup, tout ça c'est un peu lié avec, c'est-à-dire c'est plus, il n'y a pas de, c'est au mérite, c'est plus au mérite. Bon, c'est balagan, mais en tout cas, chaque chose qui va se passer dans un peuple va créer l'histoire du peuple, va modeler l'histoire du peuple. Autant que, par exemple, aux États-Unis, étant donné qu'ils sont tous des immigrés, ils sont tous venus dans un pays, etc. Donc, il va y avoir plus une facilité à s'intégrer, plus une facilité à comprendre l'autre, plus une facilité à ne pas regarder la couleur de peau, la provenance, etc. Tout ça pour aller vers le même sens. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils sont tous nouveaux en France, en Amérique. De la même manière qu'en France, on ne peut pas dire la même chose. Parce qu'il y en a qui sont en France depuis des centaines, voire des milliers d'années. Donc, etc. Et chaque chose, elle modélise
le pays, la culture du pays. Eh bien, les Havdil, de la même manière avec Eretz Israël. Donc, lorsque maintenant, il y a eu les Romains qui sont arrivés, donc à cause des Romains, il y a eu des choix stratégiques que les Khamim ont eu besoin de faire. Par rapport à cela, quand il y a eu Hanouka, ça a été à cause des Grecs qui sont arrivés. Lorsque plus tard, etc. Donc, toutes ces takanot, tous les minhagim qui ont été institués, toutes les choses qui ont été instituées pendant toute la période de ces 400 ans, ou depuis l'époque de la Mishnah, et bien tout ça fait partie, c'est ce que moi j'aime bien dire le mot, fait partie du patrimoine juif. Donc au final, tout le patrimoine juif jusqu'à l'époque de Ravashi a été clôturé, inscrit, écrit à l'intérieur de la Gemara. Alors maintenant, dernier point, et après on va continuer, on va essayer de faire un peu dans les mots. Dernier point, vous allez me dire, mais à quoi ça me sert de marquer autant de minagim et des coutumes, par exemple, que de nos jours, on n'a pas du tout l'habitude de faire. Parce qu'en fin de compte, à travers les minagim, et vous savez qu'il y a plein d'endroits dans la Gemara qui a aussi que des histoires, parce qu'à travers les minagim, à travers les histoires, et à travers toutes ces choses-là qui sont marquées, eh ben quelqu'un qui étudie, il peut mieux cerner et l'époque, et la philosophie, et la manière de réfléchir, etc. Lorsque maintenant vous êtes dans une société totalement libérale, eh bien toutes les lois vont être logiques dans le libéralisme. Quand vous êtes une société qui aura une culture communiste ou une culture, etc., donc les lois les plus logiques vont être des lois qui seront liées avec un passé communiste, etc. Donc pourquoi on a besoin aussi d'étudier des choses qui n'ont plus d'actualité? Parce que grâce à ces choses-là qu'on étudie, grâce aux coutumes, etc., on arrive mieux à cerner la manière comment on doit étudier la Torah, etc. Alors venez on fait dans les mots. Gam idbaer mehem. Aussi, dans la Mara, idbaer mehem dvarim shegazru chachamim, des choses que les Chachamim ont instituées, ou ils ont décrété, Venevim et les prophètes, Shebechol Dor Vador, donc qui sont dans toutes les générations, la Sot Sayag, la Torah, pour protéger la Torah. Lorsqu'on sait par exemple que on n'a pas le droit de manger du lait après de la viande après 6 heures, évidemment c'est pas marqué dans la Torah, mais ça c'est des choses en plus que les Chachamim ont mis. De toute façon c'est écrit que c'est les Chachamim qui ont mis. Tout ça pour ne pas arriver à faire l'interdit de la Torah. Ou bien comme dans Shabbat, ça va s'appeler par exemple des Shvut Shabbat. C'est des choses en plus que les Chachamim ont fait pour ne pas arriver à transgresser le capital. Donc on transgresse l'usufruit, mais on n'a pas encore touché au capital. Alors, chez Neymar, Ushmartem et Mishmarti, comme il y a marqué dans le passouk, Ushmartem, vous allez garder, et Mishmarti, ma garde. C'est-à-dire que les Chachamim ont l'obligation de mettre une protection autour du capital lui-même de la Torah. Asu Mishmeret, Mishmarti, mettez une garde à ma garde. De la même manière, il va être écrit à l'intérieur de la Gemara, les takanot, des institutions, des logiques, des choses, des takanot qu'ils ont instituées, ou bien des minhagim. Par exemple, les minhagim, qu'avant, quand on lisait la Torah, il y avait quelqu'un qui était metargem, qui expliquait la Torah, des minhagim, plein d'autres minhagim qui existent. Et le bedin de la génération, c'est lui qui a décidé à inscrire ou à instituer le minhag tel qu'il était fait. Pourquoi? Alors maintenant, pourquoi on a besoin d'écrire tout ça dans la Gemara? Les fiches assour, la soumehem, et parce qu'en plus, nous on avait l'obligation de continuer à faire ce qui a été institué à l'époque, parce qu'il y a une interdiction dans la Torah, il y a une obligation dans la Torah, une mitzvah dans la Torah, de faire et d'accomplir ce que les maîtres, ce que les chachamim, ils ont institué. Ok? Et même il y a des choses qu'ils ont rajoutées, qu'on n'a pas reçues directement de Moshe Rabbeinu, mais qu'on a rajoutées sur les bases de l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Et selon la base et les fondamentaux de Moshe Rabbeinu, eh ben on a décidé la halakha sur cette base-là. Et les chachamim, ils ont décidé la halakha de cette manière-là et de cette manière-là. À Kol, tout ce patrimoine-là,
tout ce patrimoine de 500 ans, de 400 ans depuis la Mishnah jusqu'à Ravashi, tout ce patrimoine qui n'a pas pu être inscrit dans la Mishnah parce que la Mishnah elle devait être très très concise, et donc tout ce patrimoine qui n'a pas été inscrit dans la Mishnah, eh ben, ça a été aussi rappelé à l'intérieur de la Gemara. Il y a des choses qui étaient antérieures à l'époque de la Mishnah, donc avant ici, même de là, qui n'ont pas spécialement été écrites. Pourquoi? Parce que la Mishnah elle est beaucoup plus concise. Donc tout le patrimoine depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Ravashi est retranscrit à l'intérieur de la Mishnah, de la Gemara. Akol chiber Ravashi beGemara mimot Moshe ve'ad Yamaha. Tout il a inscrit dans la Gemara depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à ça. De la même manière, les maîtres de la Mishnah, ils ont aussi écrit d'autres livres pour enseigner toujours le but de la Torah. Parce qu'en fin de compte, tout le but de ces livres-là, c'est quoi? Protéger la Torah. Très bien. Tout le but de ces livres-là, c'est d'expliquer ce qui est marqué dans le Chumash. Ok? C'est-à-dire Dieu préserve, comme des fois on demande aux gens, c'est quoi la Torah écrite, la Torah orale? Alors Dieu préserve, il y en a qui vont dire, ah, moi je respecte la Torah écrite, mais pas la Torah orale. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont jamais étudié, ils ne connaissent rien. Mais dans le principe de la Torah orale, c'est d'expliquer ce qui est marqué dans le Chumash. Que quand il y a marqué Anochi, Hashem, Elokecha, Asher, etc., Meret Mitzrayim, quel est le sens vraiment du passage? Qu'est-ce que Dieu il veut de nous? Mais si maintenant tu l'étudies pas, tu ne travailles pas, tu ne pourras jamais savoir qu'est-ce que Dieu il veut de toi. De la même manière, quand il y a marqué qu'il faut mettre des tefilin, c'est quoi exactement des tefilin? De quelle manière? Quel est le sens de la mise, etc. Bah, tout ça, c'est l'explication. Mais le but de toutes ces explications n'est pas de faire quelque chose d'indépendant. Le but de toutes ces explications, c'est d'arriver à comprendre ce qui est marqué dans le pasouk. Puisque des fois, les psukim sont très compliqués. Ok, on continue encore quelques lignes. Alors, on a eu Rabbi Oshaya, Talmido shel Rabbeinu HaKadosh. Rabbi Oshaya, l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, donc celui qui a écrit la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit aussi un livre, une explication sur le Sefer Bereshit. Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, il a écrit un autre livre depuis El Shemot, donc le deuxième livre de la Torah, jusqu'à la fin de la Torah, il est appelé Mechilta. Rabbi Akiva, donc le Rabbi Akiva que tout le monde connaît, il a écrit ici, et aussi un autre livre qui va s'appeler aussi Mechilta. Chachamim Acherim Acharem, Chilu Midrashot. Des autres Chachamim vont écrire, ou ils vont retranscrire des Midrashim qu'ils ont appris sur les psukim de la Torah. Va Kol Chubar Kodem Agmara Habablit. Et tous ces livres-là, ils ont été écrits avant la Gemara Babli. Le dernier livre en date qui a clôturé l'époque de l'enseignement oral tel qu'il était là-bas, le dernier livre, c'est la Gemara. Alors on va le voir la semaine prochaine, mais on fait quand même un petit principe. Alors maintenant, pourquoi la Gemara a tellement de force? Alors la Gemara a tellement de force pour la raison suivante. Et ça, c'est la base de la logique. Et ça, ce que je vais dire maintenant, ça va être la base de la logique de comment on tranche une halakha. Pourquoi maintenant la Gemara elle a tellement de force? Pour la raison suivante. La Gemara a été discutée, discutée, travaillée, enseignée dans une époque où tous les Bnei Israël ils étaient quasi accessibles et la communication elle était facile entre tous les membres de la communauté juive, de tous les Bnei Israël et de tous les rabbins. Que ça soit ou parce que tous les Bnei Israël étaient en Eretz Israël, ou que ça soit parce qu'ils avaient un autre endroit qui s'appelait Babylone. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les maîtres de Babylone, ils décident quelque chose, et c'était assez restreint comme endroit, quand ils décident de quelque chose, eh bien, eux, ils disent A, ils disent à Israël, est-ce que vous êtes d'accord avec nous A? Ou bien Israël, ils ne sont pas d'accord, ou ils sont d'accord. Mais même s'ils ne sont pas d'accord, quoi qu'il arrive, on ne va pas être on va pas avoir 50 000 interlocuteurs. Et c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. Par contre, lorsqu'il y a eu la galoute de Babylone, on va voir ça toute la semaine prochaine, après avec les Romains, lorsque maintenant le monde est devenu beaucoup plus vaste. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer le monde d'aujourd'hui avec le monde de l'époque d'Abraham. L'époque d'Abraham, c'était la Mésopotamie et tout le reste là-bas. Après, ça s'est étalé avec l'Asie. Après de l'Asie, ça arrivé jusqu'à l'Europe. Après de l'Europe, on est passé sur le continent américain. Et aujourd'hui, le monde, il est tout petit. Et donc, en vérité, aujourd'hui, et donc, après que les Romains, ils ont terminé, les Bnei Israël sont tellement éparpillés qu'à ce moment-là, on n'avait plus la facilité d'avoir un seul interlocuteur, le Bet Din de Babylone,
qui discute avec un autre interlocuteur, le Bedin d'Eretz Israël. Je caricature, mais c'est ça l'idée. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. C'est qu'en fin de compte, le Bedin de Babylone, il n'existe plus, parce qu'il va y avoir le Bedin de Gibraltar, le Bedin de Tunisie, pardon, même pas le Bedin de Tunisie, le Bedin de Tunis, le Bedin de Djerba, le Bedin de Casablanca, le Bedin de Marrakech, le Bedin d'Alger, le Bedin de Paris, le Bedin de Marseille, le Bedin de Si. Comment ils font tous pour se mettre d'accord sur un point? À partir du moment où on ne peut plus se mettre d'accord sur un point de manière facile, donc cela veut dire, alors comment on va décider de la halakha? Donc pourquoi maintenant la Gemara elle a tellement de force, elle a tellement une force dans la halakha, alors qu'au final, c'est la Torah comme le reste de la Torah, c'est parce que les halakhot qui ont été décidés dans la Mishnah, alors évidemment, la puissance de la Mishnah, il n'y a même pas à discuter. Parce que la puissance de la Mishnah, elle était lorsque tous les ministres étaient qu'en Eretz Israël. Donc il y avait un seul interlocuteur réel qui pouvait décider de tout. Donc la force de la Mishnah, elle est encore plus puissante. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la Gemara et après la clôture de la Gemara, jusqu'à la Gemara, la décision était rapide dans le sens où les interlocuteurs étaient restreints, et en plus, la manière comment ils pouvaient transmettre les informations au peuple était aussi rapide. Maintenant, lorsque il y a 10 Bedin dans le même pays et que aujourd'hui vous voulez aller je sais pas moi, de Casablanca à Marrakech, peut-être c'est 1 heure de voiture, mais avant, s'il n'y avait pas de route, s'il n'y avait pas de truc, et ben au final vous allez mettre 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, etc., etc. Donc plus la communication était compliquée, plus ça a compliqué le pouvoir de décision et surtout le pouvoir d'application de la Torah. Lorsque maintenant, à l'époque de la Mishnah, où tout était géré par des rabbinim qui se connaissaient, que la communication était facile, et parce que le ministère était dans un seul pays, Eretz Israël, donc on pouvait facilement transmettre l'information, et le pouvoir de décision était restreint, et la manière comment l'appliquer et comment le transmettre, c'était assez facile. Après, avec la Gemara, ça s'est élargi, mais ça reste encore sous contrôle. Après la clôture de la Gemara, c'est plus sous contrôle, et ça on va étudier la semaine prochaine. Zach ou Baruch.